Bon, eh bien, je vous propose donc de démarrer dans ce numéro 114 de nos webinars, qui est donc consacré à ce qu'on appelle les agents autonomes ou des agents intelligents, hein, c'est selon. Alors, de mon point de vue, ils ne sont ni autonomes ni intelligents. Mais c'est comme ça, c'est la doxa aujourd'hui, donc une espèce d'idée reçue. Voilà, il faut que les outils soient autonomes et intelligents, sinon ils ne nous intéressent pas. Mais là, en l'occurrence, malgré tout l'intérêt que présentent évidemment les agents, il ne faut pas les affubler de caractéristiques qui ne sont pas les leurs. Parce que c'est un mensonge et on risque d'entraîner donc des gens vers des solutions qui seraient peut-être ensuite un petit peu, on va dire, gênantes, voire on sera déçu. Voilà, c'est pas intelligent et ce n'est pas autonome. Et les agents, de mon point de vue, n'ont pas besoin de ça pour être vraiment intéressants et utiles, à condition de savoir raison garder, ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors, je vous propose donc d'abord un sommaire, hein. Le sommaire, donc, qui va regrouper, d'abord, on va se poser la question de savoir, alors, souvent d'ailleurs, je dirais, on parlera d'agents intelligents parce que c'est comme ça, tout le monde parle de ça. Alors, moi aussi, je parlerai d'agents intelligents, mais je vais quand même limiter, on va dire, le périmètre de cette intelligence. Alors, on va donc dire ce que c'est, on va montrer un peu l'évolution qu'il y a eu depuis quelques années entre les assistants, ce qu'on appelait aussi les bots, hein, les chatbots, pour arriver aujourd'hui à ces agents, donc un petit peu la chronologie, en tout cas, des événements. Alors, on va expliquer pourquoi ces agents ne sont pas autonomes. Il y a toujours, quelque part, en amont, quelqu'un ou un modèle qui va expliquer à l'agent ce qu'il doit faire en cas de. Vous voyez, en cas de. Ce que moi je simplifie en parlant de if then, il y aura toujours des if then quelque part. Pas toujours, au moins pendant un temps. Peut-être qu'un jour, comme disent certains gourous, eh bien ces agents seront vraiment totalement autonomes. Mais en tout cas, pour l'instant, à horizon prévisible, ce n'est pas le cas. On va regarder les 5 grands types d'agents qui existent aujourd'hui, et surtout, on va regarder quel est leur fonctionnement, c'est-à-dire leur architecture et le contexte dans lequel ils s'inscrivent. On verra que les agents, en fait, ce sont des intermédiaires. Ce sont des algorithmes qui viennent en plus d'autres processus que nous avons, processus qui peuvent être professionnels et également personnels, hein, et donc, mais qui sont relativement limités, même avec l'apport des algorithmes d'intelligence artificielle tels que ceux de machine learning, d'apprentissage, ou alors maintenant on parle beaucoup donc de LLM, hein, des grands modèles de langage, à qui ils vont donc apporter quelque chose en plus. Et là, en l'occurrence, les agents, ce sont des algorithmes qui sont posés sur des LLM, donc des grands modèles de langage, dont je rappelle que ce sont des outils qui génèrent du texte. Alors ce texte pouvant être un résumé, un livre, mais ça peut être aussi un programme. Oui, c'est du texte par opposition à ce qu'on appellera d'autres modèles de fondation qui seront peut-être orientés vers autre chose, à savoir des images, des vidéos, etc. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est comment ça fonctionne. Quelle est donc l'architecture de ces outils, hein, donc, et le contexte dans lequel ils s'expriment. On va regarder rapidement quelles sont les phases opératoires en prenant un exemple qui est celui donc des capteurs, parce qu'après tout, un agent peut très bien surveiller le comportement des capteurs et les informations qu'ils nous envoient pour ensuite prendre une décision. Et c'est là, voyez-vous, c'est là où se situe donc toute l'ambiguïté, parce que ils vont effectivement prendre des décisions. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'autonomie là-dedans, et on expliquera donc pourquoi. Tout est question en fait de raisonnement. On confond deux choses. On confond l'autonomie, l'indépendance par rapport aux êtres humains, avec le raisonnement. Les agents sont capables de raisonner, c'est vrai.
mais c'est pas pour autant qu'ils sont autonomes. Donc il y a des choses qui sont imposées et qui sont modélisées donc, par des êtres humains, donc en amont. Alors, c'est vrai que ce raisonnement, on l'oublie un peu, et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que ça nous rappelle des technologies qui existent depuis assez longtemps, parce qu'au fond, la capacité qu'ont ces outils donc, de simuler un raisonnement, eh bien c'est un peu la même chose que pour la théorie des jeux. Alors, si vous ne connaissez pas la théorie des jeux, ben on y reviendra un peu plus loin, mais déjà maintenant, on peut explorer le sujet. C'est, voilà, on essaye de programmer une partie d'échecs ou une partie de bridge ou tout ce que vous voudrez. Contrairement à ce qu'on l'imagine, on n'essaye pas de dénombrer toutes les configurations possibles de ces jeux, parce que si ces jeux sont compliqués, eh bien, ça nous entraînerait donc dans un dénombrement qui serait hors de propos, même avec les machines dont nous disposons donc aujourd'hui. En fait, on crée, l'une des technologies que l'on utilisera dans la théorie des jeux, c'est qu'on va créer des arborescences, et donc ils vont constituer des solutions possibles. Bien. Et chacune de ces solutions, eh bien, elle va être évaluée. On va en donner donc une valeur numérique. Et la théorie des jeux est basée sur le prochain coup. Eh bien, ça sera celui de l'arborescence, plus exactement des sommets pendants de l'arborescence, celui qui a la plus grande valeur. Eh bien, on retrouve ici, avec les agents, à peu près les mêmes types de fonctionnement. On va le voir avec les graphes de pensée, les arbres de pensée, tout ça, ce sont des choses qui, au fond, on n'a pas inventé grand-chose, simplement on a adapté des algorithmes et des principes qui existaient dans la théorie des jeux, on les a adaptés donc aux agents. On va regarder comment fonctionnent donc, ces agents en matière de raccordement, d'utilisation des API, de déclenchement donc, de codage, voire programmer quelque chose en utilisant une API sans la bénédiction d'un humain. Hein. C'est pour ça que c'est très ambigu. Mais tout ça est quand même prévu donc à l'avance. Et je vais vous indiquer un certain nombre d'usages courants, parce que ce qui est assez extraordinaire maintenant, c'est que ces agents sont en train de nous envahir. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas certain que oui, parce que on a un peu tendance à être ébloui par ces évolutions technologiques, alors qu'il faut se rendre compte que c'est quand même nous qui sommes visés. Hein. D'une certaine manière, ces agents seront capables de faire des tâches rébarbatives ou à faible valeur ajoutée que nous faisions auparavant. Donc il faut quand même faire attention à ça. On va regarder donc des cas d'usage et puis on va parler du futur des agents, parce que d'après les chiffres que nous avons, c'est quand même assez inquiétant. Hein. D'après d'ailleurs Deloitte, hein, eh bien 50% des entreprises auront des projets donc d'agents autonomes dans 2 ans. Ouais, 50%. On dit d'ailleurs aujourd'hui que des entreprises, maintenant, dans les 2/3 de leur raisonnement, sont capables de faire appel donc à des agents. On ne remplace pas nécessairement les êtres humains, mais ils sont capables de complémenter, disons, le fonctionnement donc, des êtres humains. Alors, d'abord, c'est quoi? C'est quoi un agent autonome? Alors, ce sont des algorithmes, dont je vous l'ai dit, ils sont basés sur des LLM, donc des grands modèles de langage. Vous savez, ces fameuses architectures donc, de génération automatique IA, qui sont capables donc, de générer des textes dans n'importe quel contexte. Mais un agent, c'est quelque chose donc, qui étend les fonctionnalités des LLM. Un LLM, il lui manque une chose, c'est que c'est vrai qu'il est capable d'aller chercher partout des trucs. C'est vrai, ça il est capable de le faire, mais il n'est pas capable d'interagir d'une manière dynamique et résiliente avec son environnement. Ou alors, il faut faire appel à, disons, des compléments donc, de codage qui sont souvent très complexes. Là, un agent lui apporte le dynamisme au LLM qu'il n'a donc pas, on va dire, nativement. L'objectif donc de ces agents, c'est d'améliorer donc la productivité de ce que nous faisons, de nos processus, hein, de notre efficacité. Vous voyez, et on essaie de s'améliorer. Alors, certains vous diront, pour vendre, on va dire, la technologie, que, eh bien, ils améliorent d'une certaine manière donc l'intelligence, mais ça, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec ça. Alors,
le périmètre d'intervention d'un agent, il est très, très variable. Ça peut être une simple réponse à une question, if then, et il fait quelque chose, mais ça peut être quelque chose quand même d'un peu plus complexe, voire très complexe, avec un enchevêtrement de raisonnements qui peuvent aller très loin et que l'on aurait peut-être du mal à modéliser. Vous voyez, il y a toujours cette, on va dire, cette nécessité de modéliser les comportements, sinon, à mon avis, en tout cas, on ne les maîtrise pas. Donc, l'objectif, c'est bien de nous aider, mais à condition de ne pas se rendre quand même trop indispensable. Alors, chers amis, sur le côté donc autonome, je voudrais vous rappeler quelque chose. Vous savez ce que c'est qu'une base de données relationnelle, bien entendu. Dans les bases de données relationnelles, on a un concept qu'on appelle des triggers. En français, donc, les déclencheurs. Ce truc-là, c'est quoi? C'est on va dire, un drapeau qui est associé donc à un champ dans une table et qui dit que si jamais le champ en question est mis à jour, eh bien, automatiquement, on va aller chercher quelque chose, quelque part, un programme qui va s'exécuter. Alors, on va dire, il est autonome, le trigger, puisqu'il ne fait pas appel à nous. Simplement, il a un trigger, il se déclenche lorsqu'un événement se produit. On pourrait penser qu'il est autonome, mais il ne l'est pas. Parce qu'à l'origine, il a quand même fallu qu'on choisisse le LGBT, on décrive donc la base de données et qu'on décide qu'il y aurait un champ bien précis qui serait quelque part, donc, qui serait un trigger qui correspondrait donc à un champ. Vous savez, c'est le même combat. Alors, bien entendu, le trigger, c'est quelque chose de très simple et qui appartient donc au système de gestion de base de données. Mais là, au fond, on est un petit peu dans la même problématique. Hein. On attribue donc une autonomie sous prétexte qu'on est capable de déclencher quelque chose d'une manière automatique, mais ce n'est pas de l'autonomie, en tout cas, tel qu'on le conçoit. Alors, normalement, les grands penseurs qui ont donc imaginé ces aspects donc sur les agents, eh bien, ils répondent à un certain nombre de principes. Alors certains, moi, j'y crois pas beaucoup, hein, d'autres sont un peu plus évidents. Disons qu'un agent, ça fonctionne pas comme ça d'une manière aléatoire. Hein. Il ne va pas dire, tiens, aujourd'hui il fait beau, je vais m'intéresser à tel et tel, encore plus on pourrait l'imaginer, à tel et tel capteur. Vous voyez, donc, il n'a pas de libre arbitre hein, dans sa décision. D'ailleurs, c'est l'une des différences fondamentales que l'on pourra faire donc, avec des systèmes qui sont véritablement intelligents. Donc, il fonctionne avec une idée en tête. En fait, il a été conçu pour quelque chose de bien précis, apporter un complément, on va dire, comportemental, un complément comportemental, donc un LLM dans un cadre d'intelligence artificielle. Alors, ils sont, en principe, ces agents sont dignes de confiance en la mesure où ils sont sécurisés, sont des algorithmes hein, programmés, sécurisés et qui sont conformes à la réglementation. Mais l'expérience montre, en regardant ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Et en particulier sur la réglementation, le fait d'ouvrir un périmètre très large d'introspection pour aller chercher des données un peu partout, peut-être qu'on va manipuler des données qui ne sont pas manipulables au regard, on va dire, d'une réglementation telle que RGPD. Donc, normalement, ils sont, on va dire, ils sont dignes de confiance, mais la réalité, ben, c'est que ce n'est pas nécessairement donc, le cas. Ils sont indépendants, on a vu ce qu'il en était, hein, donc ils sont indépendants, oui, parce qu'on les a programmés pour être indépendants, mais si vous voulez, ils ne peuvent pas décider de choses que nous n'avons pas prévues. If, then, on n'en sortira pas. Hein, même si les processus qu'on va décrire avec un agent peuvent être effectivement assez complexes. Alors, intelligent, moi, je ne crois pas, hein, à cause de cette planification préalable qui vient donc des êtres humains. Par contre, alors là, ils sont capables de se mouvoir, de collaborer, d'interagir avec l'environnement, de collaborer avec d'autres agents, et on peut monter comme ça, on va dire, de véritables usines à gaz, hein, vraiment des choses qui seront très complexes, et on pourrait imaginer qu'elles seraient à ce moment-là assez proches, évidemment, du comportement humain. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il y a donc danger, ce que je reprends donc ici. Hein, je veux dire, à mon avis, donc le danger de ces agents qui est réel, hein, ne vient pas de ce qu'ils sont autonomes ou intelligents, mais parce qu'ils sont utiles.
et que c'est un peu comme les assistants ou les chatbots, hein. Bon, c'est pratique, j'ai quelque chose à faire, ben, il fait mon travail, alors que je pourrais très bien le faire moi-même. Il y a ici un danger mortel, je crois, peut-être pas mortel, mais un danger qui me paraît évident, c'est que ça nous envahisse progressivement. Le jour où vous aurez 500 agents qui vont travailler pour vous, ben, vous n'aurez plus qu'à regarder la télévision, hein. Dire, bon, c'est quand même inquiétant, et c'est ça. Mais ce n'est pas lié au fait que ces outils sont intelligents, voire autonomes. En tout cas, une recommandation qu'il faut faire, c'est que n'attendons pas que tout s'écroule avant de se poser les vraies questions. Alors j'ai eu l'occasion souvent de m'exprimer sur ce point, mais il ne faut pas attendre. Et aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir ce qu'est un emploi, un travail, un job. C'est quoi? Est-ce que ça consiste à faire des choses, à surveiller d'autres choses, des agents? C'est quoi? Si on prend 30 heures de travail aujourd'hui, dans quelques années, ces 30 heures, il n'y aura peut-être plus que 3 ou 4 heures. Et donc, il va évidemment se poser des problèmes sociaux, parce qu'on ne pourra pas attendre les jobs à l'infini. Donc, il faut se poser les questions maintenant, hein, plutôt que de s'émerveiller d'une manière béate devant des agents qui, en fait, sont là pour, d'une certaine manière, pour nous complémenter, mais ils vont quand même beaucoup plus loin que ça. Historiquement, quand on regarde comment ça s'est... Tout va très vite, hein, chers amis, hein. Maintenant, vous voyez, ChatGPT est sorti il y a 3 ans. Ça a complètement bouleversé la planète. Alors, maintenant, tout va de plus en plus vite. On a l'impression que ces évolutions sont devenues exponentielles. Bon, ce qui ne contribue, à mon avis, à l'inquiétude qu'on peut prouver. Alors ici, j'ai montré donc un peu quatre grandes périodes, hein. Il y a quelques années, on automatisait des processus, que l'on disait. Bah, on avait imaginé donc un workflow de comportement du process, hein. Dans le déroulé du workflow, eh bien, on allait chercher donc des données qui étaient quelque part, qui, en fonction d'un script d'automatisation, ben, on exécutait quelque chose. Bon. Ce qu'on appelait autrefois un JCL pour organiser, on va dire, l'exploitation d'un gros mainframe chez IBM, c'était un petit peu ça. Vous voyez, bon, là, on était dans un processus assez classique. L'intelligence artificielle a apporté quelque chose de nouveau. C'est entre autres avec le machine learning, donc l'apprentissage automatique, on a introduit donc la notion d'apprentissage. C'est-à-dire, et certains ont confondu d'ailleurs apprentissage avec le fait, ils ont dit, on ne programme plus, mais c'est pas vrai du tout. Si les outils d'apprentissage, de machine learning étaient efficaces, c'est parce qu'on avait programmé l'algorithme d'apprentissage. Bon, en tout cas, une évolution importante, ça a été les outils de type machine learning qui, basés sur des données, ont appris de ces données en fonction d'un modèle, eh bien, on effectué des opérations de type prédiction avec des régressions linéaires ou logistiques, des aspects classification, etc. Vous connaissez ça bien, ça a été une grosse évolution. Bien, il y a quelques années. Ensuite, à partir d'il y a 3 ans, on a vu arriver donc la génération automatique IA. Là, à partir d'un prompt exprimé dans un langage naturel, grâce au progrès que nous avons fait dans les technologies dites de NLP, hein, donc traitement du langage naturel, eh bien, à partir d'un prompt, eh bien, un outil ou un modèle de fondation, un LM ou un modèle de fondation, eh bien, s'est mis à travailler pour nous, à nous générer des choses. Alors, on est en plein dedans maintenant, hein, avec toutes les dérives qu'on peut imaginer, on est capable donc de générer n'importe quoi. Cela dit, un outil de type LLM n'est pas capable d'interagir librement avec l'extérieur. S'il n'a pas été programmé pour ça, ou si son modèle n'a pas été conçu pour ça, il n'ira pas prendre des initiatives qui n'ont pas été prévues. Et ça, sans qu'il devienne pour autant autonome, hein. Ça, c'est ce qu'apporte justement ce qu'on va appeler maintenant l'IA agentique.
agentique. Là, par un certain nombre on va dire de phases d'exécution, eh bien, on va avoir, on partira d'un objectif, on fera une planification qui consistera en fait à recenser tout ce qu'il faut surveiller. Hein. Eh bien, on va donc surveiller. Qu'est-ce qu'on va surveiller? Comment on le surveille? On exécutera donc des actions in fine, et puis ça peut boucler. Et donc là, on est dans quelque chose quand même qui va encore plus loin. C'est pour ça que les outils d'IA agentique, eh bien, sont fondés et sont basés sur des LLM à qui, donc, ils apportent on va dire, une notion on va dire, une forme d'autonomie, mais vraiment très simplifiée. Alors, l'ambiguïté, on est en plein dedans. D'abord, je voudrais rappeler ce qu'est le raisonnement. Parce que je vous disais tout à l'heure que, de mon point de vue, l'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est de confondre autonomie avec raisonnement. C'est vrai que les outils, les agents sont capables de pratiquer une certaine forme de raisonnement. Alors je rappelle une définition parmi d'autres hein, de ce qu'est le raisonnement, c'est la faculté que nous avons d'analyser le réel, de percevoir les relations entre les êtres et les rapports entre les objets, présents ou non, et de comprendre les faits. Vous avez une scène, notre raisonnement, on est capable de faire les liens entre tous les objets qu'il y a sur cette scène. Vous voyez, il fait chaud, quelqu'un a mis un chapeau. Vous voyez, donc les liens qu'il peut y avoir entre les différents objets. Ça, c'est une faculté de raisonner. Et ce raisonnement s'oppose, on va dire, à l'intuition, vous voyez, au sentiment et à l'émotion. C'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pour ça qu'on ne parlera pas, à mon avis, d'intelligence. Hein. Bon, en fait, c'est un processus cognitif qui nous appartient, qui correspond donc à notre cerveau, qui nous permet donc de relier des objets, des propositions ou des faits. Dans l'état actuel de la technologie, je suis quand même prudent, les agents ne sont donc pas autonomes et ils dépendent donc d'un cadre d'intervention qui est défini par des humains. Ils n'ont pas le libre arbitre. Bon, je vous ai déjà dit que de mon point de vue, c'est la marque initiale de l'intelligence. Je décide de prendre ce crayon et je n'avais pas prévu de le faire il y a 3 secondes. Ça, c'est le libre arbitre. Et donc, un algorithme, aujourd'hui, n'est pas capable de le faire, et donc, un agent n'est pas capable non plus de le faire. Par contre, ce qu'on verra un peu plus loin, c'est que mon agent, en fonction de la mission qui lui est donnée, eh bien, peut-être, en utilisant donc des LLM et des moteurs de recherche, eh bien, sera capable d'aller trouver des choses nouvelles qui pourront lui apporter donc un complément d'information qui peut-être pourront modifier ses actions et son comportement. Mais c'est pas pour autant qu'il est intelligent, qu'il a le libre arbitre, parce que s'il va regarder dans des moteurs de recherche des choses qui n'existent pas pour l'instant, c'est qu'il a été programmé pour ça. C'est parce que son modèle de comportement, eh bien, on lui permet d'aller regarder des choses, mais dans un périmètre quand même qui est bien défini. Bon, alors je vous ai dit, on confond donc à mon sens autonomie donc et raisonnement, et je crois que ce qui progresse aujourd'hui, si on peut parler de progrès, effectivement, c'est la simulation du raisonnement, mais à mon avis, pas l'autonome. Et on a dit qu'ils n'étaient pas non plus intelligents. En plus, ils peuvent être quand même dangereux. Un agent, c'est quelque chose, un algorithme qui est capable de faire 3 choses. D'observer donc un environnement, de l'interpréter, ce que peut-être nous ne serions pas capables de faire compte tenu d'un nombre d'éléments trop importants, hein, et enfin, agir. Observer, interpréter, agir, ça c'est le fonctionnement donc d'un agent. Bien. Le contexte maintenant, le contexte de ces agents, vous avez ici un schéma qui vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Un agent donc un programme qui va réagir à un prompt ou à une technologie de prompt. Hein. Attendez, c'est pas obligatoirement donc un être humain qui pourra donc émettre ce prompt. En fait, l'agent, il est connecté. En fonction de la mission qui lui a été donnée, hein, eh bien, il est connecté à des données, à des documents. Il est connecté donc au-dessus à des LLM, et pour ces LLM, il est donc connecté à des modèles de LLM. L'agent est capable d'aller chercher des données là où elles se trouvent.
et éventuellement de revenir après dessus s'il n'a pas ce qu'il s'attend à trouver. Hein. Il va aller chercher des documents, donc tout ça. Il va donc, pour ça, émettre on va dire des requêtes qui peuvent être des requêtes de type NLP, de recherche, donc en langage naturel, hein, on utilise pour des moteurs de recherche, et il récupérera donc des documents. Bon. Et donc ces documents, il va les analyser. Enfin, quand je parle de documents, c'est au sens large. Ça peut être aussi des capteurs. Je vais prendre un petit exemple après sur les capteurs. Il va donc surveiller donc, les données, les informations qui sont émises par les capteurs. Bon. Moi, je parle d'un terme générique qui est celui donc, des documents au sens large. Hein. Bien, vous m'avez bien compris. Bon. L'agent intelligent est capable d'analyser ces informations. Un document, information numérique, des capteurs, etc., informations qui viennent des moteurs de recherche, et ainsi de suite, est capable d'analyser. Et c'est donc, par contre, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est des outils qui existent maintenant et qu'on a beaucoup développé avec les moteurs de recherche. À mon avis, d'ailleurs, c'est l'une des grandes avancées hein, que l'on a pratiquées depuis quelque temps. C'est ça, c'est la capacité que nous avons, que des algorithmes ont d'analyser donc des contenus. La technologie qui est derrière est absolument sidérante. Ça, c'est vrai que ça a été un progrès quand même assez considérable. Donc, l'agent intelligent va donc analyser. Et en fonction de ce qu'il va analyser, eh bien, il va donc décider d'une action ou de plusieurs actions donc, à exécuter. Et donc, mais tout ça dans le cadre, on va dire, d'un LLM, c'est-à-dire d'un grand modèle de langage, en fonction des missions assurées par ce LLM. Le LLM pourra faire des régressions, pourra faire des optimisations, vous voyez, il pourra faire des prédictions, etc. Il pourra faire de la génération. Bon, en fonction de ça, eh bien, l'agent va apporter sa contribution. Et donc, il va améliorer le process. Je vous disais tout à l'heure, en fait, un agent, c'est un outil, un algorithme qui vient se poser sur un LLM à qui il apporte donc une capacité d'interaction avec un environnement. C'est surtout ça, voyez. Et donc, en plus, les actions après ça, ce sont des programmes. Il sera tout à fait capable de dire, je constate telle chose, eh bien, je n'ai pas les moyens aujourd'hui d'analyser ce que je constate aujourd'hui de nouveau, par exemple, mais je sais qu'il existe des API qui me permettront d'analyser ce que j'ai récupéré. Et donc, il pourra aller chercher des API, générer, ça c'est la mission même de LLM, donc générer donc un code pour traiter les informations qu'il aura reçues. Alors évidemment, ça semble extraordinaire et surtout ça semble que les agents sont autonomes. Sauf que c'est pas vrai. Parce que tout cela a été prévu à l'avance. La capacité qu'il a de chercher et de s'interfacer avec une API et de générer donc un code, c'est pas quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose qui aura été pensé et imaginé auparavant. Bon, alors on va voir. Bon, on va prendre un exemple tout bête, hein, un exemple tout bête qui est celui donc de capteurs, parce qu'on utilisera énormément donc les agents dans des environnements professionnels et personnels, mais avec des capteurs. Hein, vous savez il devrait y avoir dans le futur à peu près 100 milliards de capteurs sur la planète. Alors peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura beaucoup, et donc un grand nombre de nos actions quotidiennes, eh bien, consisteront donc à s'interfacer avec ces capteurs de manière à prendre des décisions. Eh bien, ces décisions seront largement faites par des agents. Mais, encore une fois, ils ne sont pas autonomes. Alors ici, on prend l'exemple donc des capteurs. Le capteur, qu'est-ce que va faire l'agent? Ben, il va recevoir des données donc, qui viennent des capteurs, hein, entre autres, hein, c'est bien pas que ça. Hein. Il va interpréter et il va donc traiter les données reçues. Particulier, il pourra traiter leur qualité, et il pourra décider de sortir des valeurs qui sont aberrantes. Hein, donc, il appliquera des principes, par exemple, de ce qu'on appelle la qualité des données. Hein, bon. Et puis, donc, il mettra à jour
ce qu'on va appeler les états qu'il va surveiller. Donc le LLM va faire quelque chose, eh bien, il va mettre à jour donc ces modèles en fonction de ce qu'il aura reçu. Et à partir de là, donc, il va évaluer différentes actions possibles. Il prendra en compte, et tout au moins il se souviendra des objectifs et des contraintes qui sont les siennes, et il choisira la meilleure solution. Et c'est là où interviendra donc la notion donc de raisonnement. Raisonnement, ne pas confondre avec intelligence et avec autonomie. L'action, eh bien, l'action retenue sera exécutée. L'environnement des états sera donc modifié, il va donc être mis à jour, et l'agent va regarder quelles seront les conséquences sur les capteurs. Vous voyez, c'est une boucle, et c'est une boucle permanente. Ça marche tout le temps comme ça. Ça, c'est l'exemple donc des capteurs, mais on peut imaginer une intervention donc des agents dans plein d'autres domaines, ce que je vais vous indiquer un peu plus loin. Alors, quels sont les types d'agents qui existent aujourd'hui ? Alors, en général, on dit qu'il y a 5 catégories donc d'agents, du plus simple au plus compliqué. Hein. Le plus simple, ce sont les agents qui sont les plus rudimentaires, hein, qui n'ont pas de mémoire, parce qu'on va voir aussi que cette notion de mémoire, c'est quelque chose de très utile, qui est apporté donc par les agents, mémoire à court terme et à long terme. Hein. Et donc, ils n'ont pas de mémoire, ces agents-là, et donc ils n'interagissent pas donc avec d'autres agents. Ils fonctionnent sur la base de règles, des if-then, hein, ou alors ce qu'on va appeler donc des réflexes programmables. La seule chose, c'est que pour fonctionner, ils ont besoin d'avoir un environnement qui soit totalement observable, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, le b.a.-ba. On a des agents qui sont fondés sur des objectifs. Alors là, même s'ils ont tous un objectif, mais là, il y a des règles plus draconiennes pour cela. Ce sont des agents contraints par des objectifs en fonction desquels ils choisissent donc les actions qui les permettent donc d'atteindre ces objectifs. C'est un processus de recherche et de planification donc qui améliore leur efficacité. Ensuite, on parlera d'agents donc fondés sur les modèles donc qui sont les plus nombreux. Hein. Encore une fois, les agents ne sont pas tous basés sur des LLM, hein, mais disons que ce dont on parle aujourd'hui, c'est surtout ça. Donc, dans ce cas-là, les agents exploitent leur mémoire, car ils ont une mémoire, hein, pour maintenir un modèle donc LLM, qu'ils vont mettre à jour à partir des informations reçues. C'est ce qu'on vient de dire il y a quelques instants. Là, ils sont capables de fonctionner avec un environnement qui n'est pas totalement observable, contrairement donc à des agents qui sont simples. On parlera d'agents également apprenants. Apprenants, ce sont des agents qui apprennent, tout simplement, qui font de l'apprentissage et qui ajoutent des expériences à leur base de connaissances. Et ils le font d'une manière autonome. Alors, bien entendu, on peut mélanger tout ça. Un agent peut regrouper toutes ces fonctions. Et enfin, donc, on a des agents également qui sont fondés sur, enfin, un type d'agent fondé sur l'utilité. Ce sont donc des agents qui vont sélectionner des actions à effectuer, mais qu'ils vont donc catégoriser, qu'ils vont donc mesurer, en particulier en termes d'utilité. Est-ce que c'est vraiment utile? Et donc, ils vont choisir des solutions en fonction de cette utilité. Ça pourrait être la rapidité des actions, ça pourrait être on va dire la fraîcheur de l'information reçue, ça peut être tout ça. Mais là, on parlera donc d'utilité, qui est un terme générique au sens large. En fait, ce sont 5 catégories de fonctionnement d'agents qui peuvent être, on va dire, regroupées 2 par 2 ou même globalement, et on va retrouver donc leurs caractéristiques. Par ailleurs, les agents peuvent être uniques, mais ils peuvent être aussi structurés d'une manière hiérarchique, un petit peu comme un programme objet avec différentes classes, enfin, différents agents qui vont donc être hiérarchisés. Donc ça, c'est tout à fait possible. Bien. L'architecture d'un système donc d'agents, eh bien c'est ça que vous voyez sur cet écran. Vous avez donc une requête qui est émise par un utilisateur et il s'adresse donc à une plateforme d'exécution, ce qu'on peut appeler donc un runtime. Dans cette plateforme d'exécution, vous avez 3 choses dans ce runtime. Vous avez un outil d'orchestration.
une sorte d'outil de surveillance et de contrôle dans lequel il y aura dans lequel il y aura donc les profils donc et les objectifs donc à atteindre. Il y aura également le fonctionnement de la mémoire. Mémoire immédiate sur le long terme. D'ailleurs, sur ce sujet, je disais tout à l'heure que un LLM n'a pas a priori de mémoire, mais c'est vrai, sauf qu'il y a quand même des outils, hein, même GPL par exemple, ou Lang même, qui sont des outils qui apportent une gestion de mémoire à des LLM qui n'en sont pas pourvus. Ouais, donc, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des modules qui peuvent additionner les uns les autres, mais nativement, donc un LLM n'a pas cette capacité donc, de mémorisation. Eh bien, dans l'orchestration, on a une gestion de la mémoire. Quand je vais chercher une information, eh bien, quand l'agent va chercher une information, eh bien, il met à jour sa mémoire. Et il y aura deux types de mémoire, comme pour les êtres humains, à savoir une mémoire immédiate et puis une mémoire à long terme. Et puis, on va avoir des modèles de raisonnement. Tout ça, ça fait partie donc de l'outil, on va dire, d'orchestration. Le modèle de raisonnement, qu'on va voir un peu plus loin, qui constitue, de mon point de vue, le cœur des problématiques d'agents, c'est ça, hein, c'est les techniques et les méthodes donc de raisonnement dont je vous disais qu'une bonne partie vient donc de la théorie des jeux. Ensuite, on aura des modèles comportementaux et des outils. Alors j'en ai mis quelques-uns, hein, des outils qui permettent donc d'accéder aux API quand on en a besoin, des outils qui permettent d'analyser le risque, des outils qui permettent de regarder ce qui se passe sur le marché. Est-ce que ça me concerne ou pas? Des outils qui vont contrôler la réglementation. Est-ce que je suis bien conforme à? Ou alors la recherche de documents. En fait, un agent, c'est une plateforme d'exécution avec un certain nombre d'éléments qui se sert d'outils pour interagir avec ce qui l'entoure et apporter donc un plus à un process qui en est donc dépourvu. Bon. Alors, les fameux modèles, donc les LLM, en fait, il n'y a pas que les LLM. Hein. Vous avez des grands modèles de langage, et puis vous avez également les SLM, c'est-à-dire les petits modèles de langage. La différence étant que le nombre de paramètres qui ont servi à entraîner ces modèles, eh bien, le nombre n'est pas du tout le même. Pour un SLM, on va dire pour un LLM plutôt, il est maintenant de plusieurs centaines de milliards donc, de paramètres, alors que pour, on va dire, un SLM, donc un petit modèle de langage, il est de l'ordre de à peu près 10 milliards de paramètres. Vous me direz, c'est déjà beaucoup. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les LLM ont demandé beaucoup de temps pour être, on va dire, pour être entraînés. Donc on aura ça ne correspondra pas au même besoin. Les SLM, on s'en servira plutôt pour faire du prototypage et des choses comme ça, hein, pour entraîner peut-être, prototyper donc les agents. Et puis les LLM, par contre, ce sera pour la production définitive. Donc cette architecture, toujours la même. Hein. Il faut bien avoir en tête requête utilisateur, un prompt. D'ailleurs, beaucoup de technologies qui appartiennent donc aux agents viennent donc des progrès faits dans les prompts. Et les prompts eux-mêmes sont issus directement, en fait, dans leur cheminement de la théorie des jeux. Donc, vous voyez, c'est une plateforme avec une requête, une plateforme d'exécution avec l'orchestration, les modèles et les outils. Les agents sont tous représentés de cette manière-là. Alors, on aborde ici le vrai sujet. S'il fallait se souvenir que d'un point, à mon avis, c'est celui-là. Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'observateurs aujourd'hui qui se trompent, hein, parce qu'ils ne mettent pas le curseur au bon endroit. Et en fait, le curseur, pour les agents, il faut le mettre sur le raisonnement. Un agent simule un raisonnement. Et il faut reconnaître une chose, c'est que de ce point de vue, ils ont fait des progrès absolument extraordinaires. Alors ça vient de la théorie des prompts, ça vient de la théorie des jeux, ça viendra de NLP, ça vient de plein de choses, mais en tout cas c'est vrai, ils sont capables donc de raisonner d'une manière très, on va dire, très efficace. Alors, on peut regarder quelques exemples que je vais reprendre dans le slide suivant. Hein. Alors, quelques exemples. Par exemple, une technique de raisonnement qu'on appelle React, ne pas confondre avec le React.js JavaScript. Hein. React, c'est une manière de réfléchir et puis d'agir, qui est un cycle en 3 étapes, jusqu'à ce que l'agent atteigne une réponse qui soit satisfaisante.
qui soit donc intéressante. Alors, la phase de réflexion, l'agent réfléchit au problème et il élabore une stratégie. L'action, ben, il exécute une action pour récupérer des informations. Par exemple, interroger une base de données ou analyser donc un document, et observer, ben, il évalue le résultat de son action et il ajuste son raisonnement en conséquence. C'est un processus qui est très connu, qui est très très utilisé, qui s'appelle donc REACT. Et puis vous en avez trois autres qui me paraissent encore plus importants. Vous avez ce qu'on appelle le COT, donc la chaîne. Alors, thought, il faudrait traduire ça par pensée, c'est bien sûr idée ou pensée, c'est une chaîne de pensée. L'idée étant que, contrairement à un process comme React, où il y a qu'une seule action, enfin qu'une seule étape, là, avec le COT, on décompose un problème en toute une série de mini-problèmes. Une succession donc de mini-problèmes. Et donc pour chacun d'eux, il va se poser des questions de l'action à effectuer, si c'est bien ou pas, etc. Et donc c'est une succession, c'est une décomposition, on va dire, en mini-tâches, mini-phase, mini-idée, mini-pensée. Ça, on parlera donc de chaîne de pensée, donc partant d'un départ et pour arriver donc à la fin. On parlera également d'arbre de pensée, c'est-à-dire que l'agent va raisonner à travers, et je vous le montrerai même dans un instant, à travers donc une arborescence. Et donc cette arborescence, eh bien, il va regarder chacune des branches de l'arborescence qu'il va donc évaluer, et pour chacune, il prendra donc la valeur qui donc décidera de l'action à effectuer. En fonction de la valeur, il prendra la valeur la plus élevée. Exactement comme sur la théorie des jeux. Et il y a une autre manière de faire, c'est les graphes de pensée ou graphes d'idées, où là, le raisonnement se fait non plus sur des cheminements dans l'arborescence qui sont indépendants, mais dans un graphe, c'est-à-dire il n'y a pas de début et de fin, où finalement un raisonnement peut être constitué de plusieurs branches, voire d'un morceau de branche associé à un autre morceau de branche. On est véritablement dans un graphe. Ça, et puis vous avez également, donc, alors, ce sont des façons de raisonner, des techniques de raisonnement que l'on connaît bien, et c'est ça qu'utilisent donc avec beaucoup d'efficacité donc des agents. Alors, je prends ici cet exemple, ce schéma qui, à mon avis, représente bien les choses. Alors, ici, on a cinq représentations donc de ces, on va dire, de ces méthodes. J'allais presque dire des méthodes de pensée. C'est un peu vrai, méthode de pensée. Alors, le système de base, vous voyez, donc vous avez une entrée, une sortie, et puis donc il y a un process qui est évalué à l'intérieur. Bon. Ensuite, vous avez le COT que j'évoquais, donc qui est une chaîne de pensée. Là, il y a toute une série de process LLM qui sont des process intermédiaires. Et donc, mais qui vont quand même s'exécuter en séquence, on ne les remet pas en cause. Bien. On les choisit, mais on ne le remet pas en cause. Ensuite, vous avez les multiples COT. Là, vous avez plusieurs. Alors, on est sur une sorte d'arborescence, sauf que vous avez plusieurs branches qui partent du départ, qui partent de l'origine. Et donc, eh bien, le système donc d'agents va les évaluer et mettra à la poubelle celles qui lui semblent les moins bonnes, exactement de la même manière que lorsqu'on programme donc un jeu d'échecs. Et on choisira donc l'action donc en sortie qui correspondra donc au score donc le plus élevé. L'arbre de pensée, donc vous voyez, l'arbre de pensée, c'est donc le fait d'avoir une origine, différentes branches, et puis donc des branches qui théoriquement sont indépendantes, mais elles ne partent pas toutes de l'origine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une branche de réflexion, donc de simulation de raisonnement, eh bien, à un nœud, eh bien, il va y avoir un dédoublement. Donc c'est une arborescence, bien entendu. Et les mathématiciens disent qu'il s'agit d'une arborescence quasi fortement connexe inférieurement, ce qui n'apporte rien à mon avis au sujet, mais enfin c'est vraiment le terme officiel. Donc là, vous voyez, vous avez un découpage. Il n'y a pas autant de branches qui partent toutes de l'origine, comme avec les multiples COT, mais là, vous avez un véritable arbre, cette fois-ci, avec donc une branche qui se dédouble et qui se redédouble après.
Et de la même manière, chacune d'elles correspond à une forme de raisonnement. De raisonnement. Les informations que je reçois, eh bien, je détermine les actions à effectuer en fonction de ça. Et donc, le système d'agents, eh bien, il va évaluer les sommets, ce qu'on appelle les sommets pendants donc, de l'arbre en bas, et va donc retenir le cheminement, on le voit bien ici, représenté donc, en partant donc, sur la partie droite, on voit donc le cheminement qui aboutit à la sortie dont la valeur est la plus élevée. Je vous dis, on est encore dans le monde dans le monde de la théorie des jeux. Et puis, vous avez les graphes de pensée. C'est-à-dire, c'est une façon de raisonner qui est donc simulée et exploitée donc par les agents et qui consiste à prendre des morceaux à droite et à gauche, cette fois-ci dans un réseau. Alors, on a mis une entrée, une sortie parce que on soumet une requête à ce réseau et on récupère donc une action à effectuer, mais le réseau lui-même, en fait, il n'a pas de début et de fin. Voyez, et donc, le raisonnement qui sera donc choisi par l'agent va être la concaténation d'un certain nombre d'éléments qui appartiennent à ça. Vous voyez, ça, c'est tout à fait différent. On pourra agréger des morceaux. Ça, c'est du raisonnement. C'est une manière, on va dire, de faire la même chose que ce que fait un être humain. Alors peut-être qu'on le fera un peu plus vite, mais tout ça, c'est prévu à l'avance. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser un framework qui va dire, moi, je travaille plutôt dans tel et tel domaine, je fais telle et telle chose sur tel et tel modèle de LLM, très bien, il va dire, eh bien, je vais utiliser cette telle forme de raisonnement. Et donc, on va retrouver ces formes de raisonnement. Et c'est là que se situe toute la nouveauté, je veux dire, le côté un peu fascinant de la technologie. Mais de là à dire qu'ils sont autonomes, non. Parce que, je veux dire, au départ, il a quand même fallu donc y penser. Même problème que j'évoquais avec la théorie des jeux. D'ailleurs, à ce sujet, sur la théorie des jeux, il n'y a pas que les agents qui en bénéficient. Il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui sont bénéficiaires de ce qu'on faisait il y a longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. La simulation ou la programmation, on va dire, d'une fin de jeu de bridge, ce qui n'a rien d'évident, ou d'une partie d'échecs, ça fait 40 ans qu'on le fait. Alors vous me direz, l'intelligence artificielle a quand même amélioré les choses. Et c'est vrai que les derniers algorithmes ont permis donc de remporter des grandes victoires sur des champions en jeu d'échecs ou en jeu de Go. Mais cette théorie des jeux, elle était quand même à l'origine de beaucoup de choses et aujourd'hui, donc on en trouve un certain nombre de bienfaits. Alors, quand vous regardez donc le paysage aujourd'hui, au fond, vous vous dites, est-ce que, alors deux solutions, ou bien j'achète un agent qui me fournit par une start-up quelque part et qui va me permettre de faire telle et telle chose, ou alors je vais prendre la solution, la dernière solution donc de LLM de chez Google ou de chez je sais pas qui, et donc dans lesquels il y aura un certain nombre d'agents, ou alors éventuellement vous allez dire ben, je vais donc fabriquer mon propre agent. Alors déjà, il faut savoir où on va, et ce n'est pas non plus vraiment d'une évidence absolue, ne serait-ce que pour comprendre, on va dire, les cheminements de la réflexion en matière de raisonnement. Si on n'a jamais pratiqué dans sa vie ce qu'est un jeu, si on n'a jamais essayé de programmer un jeu, on va être un petit peu interloqué par ce que l'on va trouver. Donc c'est pas simple. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà maintenant. Alors vous avez, sur la partie gauche de cet écran, regardez, vous avez justement des outils de gestion mémoire qui constituent donc un élément fondamental. Donc les agents qui ont une mémoire qu'ils peuvent améliorer donc en allant chercher des choses nouvelles, vous voyez ça. Mais vous avez aussi des outils tels que MemGPT ou LangChain ou LangMem, MemO ou ZEP qui vous permettent d'apporter donc une gestion mémoire, donc un outil de type avion. Vous avez donc des systèmes de stockage qu'on va retrouver ici. Bien souvent, par exemple, on parlera de bases de données vectorielles. Base de données vectorielles, c'est encore quelque chose de nouveau. D'ailleurs, entre parenthèses, qui va faire l'objet
d'un webinaire dans pas très longtemps, hein. Donc, ce sont des bases de données qui enregistrent donc on va dire des vecteurs qui peuvent comporter 1000 ou 10 000 dimensions, hein, très particuliers. Donc, vous avez des outils qui existent évidemment, hein. Vous avez des outils d'observabilité et puis des frameworks. Alors, je voudrais insister un peu sur les frameworks. Il y a actuellement un marché quand même qui est qui commence à devenir assez joufflu en matière donc de frameworks qui peuvent vous aider. Chez Microsoft, vous avez par exemple Autogène, hein, donc vous avez tout ce qu'il faut avec Autogène pour construire et déployer donc des agents, et ceci avec un minimum de codage. Alors, ça cible plutôt des gens qui font du prototypage, voire du développement rapide, mais voilà une solution de Microsoft qui est parfaitement documentée et qui marche très bien. Vous avez Fidata, qui est un agent qui permet de fabriquer des agents avancés avec gestion mémoire, justement, et puis gestion de la connaissance. Parce que là encore, c'est un élément, c'est un outil, ça, que vous retrouvez donc dans l'architecture d'un agent, la possibilité de gérer la connaissance au sens de la gestion de la connaissance, knowledge management. Eh bien, Fidata est un outil qui permet de traiter tout ça, qui est très adapté à des applications qui ont besoin d'une compréhension fine de l'environnement et d'un apprentissage sur le long terme. Alors, certains process vont se reconnaître là-dedans. Vous avez un autre outil, moi je vous ai donné, j'en donne quelques-uns, hein, je ne suis pas exhaustif, mais pas très loin quand même aujourd'hui. On a le crew, donc c'est l'équipage, hein, qui est fondé donc sur la notion donc d'équipe. Il définit un groupe d'agents qui vont collaborer pour atteindre un objectif. Si vous avez à construire donc un groupe d'agents, ou si vous avez à mettre une couche au-dessus d'un ensemble d'agents dont vous voulez qu'ils collaborent, eh bien vous pouvez utiliser Crew. Vous avez également donc chez Google, vous avez Vertex, hein, AI Agent Build, donc qui est un outil qui a fait ses preuves maintenant, qui est disponible donc sur le cloud de Google. Alors, il est assez simple, hein, à utiliser. Il est compatible, lui, avec les principaux LLM, parce que là encore, il y a beaucoup de LLM qui existent aujourd'hui sur le marché et les agents ou les frameworks ne sont pas nécessairement compatibles avec tous ces LLM. Il faudra donc faire attention et prendre des précautions pour ne pas s'embarquer dans des endroits qui ne seraient donc pas balisés. OpenAI, évidemment, on le retrouve ici, hein. Lui aussi donc a un outil qui s'appelle Swarm, donc qui est ce sont des agents qui sont faiblement couplés. Vous voyez, donc par opposition à fortement couplés, donc ils sont assez indépendants d'une certaine manière, hein. Alors, l'abstraction, donc Swarm, elle propose donc plusieurs types donc de liens entre les agents. D'où la notion en fait de faible couplage. C'est très flexible à utiliser et il a pas mal de succès. Alors, vous avez Pydantic AI, bon, j'en parle pas. LangGraph. LangGraph, il fait partie on va dire de la galaxie donc LangChain, que c'est un framework qui permet de relier des agents à des outils et à d'autres agents. C'est un outil qui est très complet, extrêmement complet, qui a énormément de succès actuellement. Il est organisé, lui, autour d'un graphe, hein. Donc, les nœuds, eh bien, ce sont les agents et les outils, donc organisés comme ça. C'est une structure qui est très souple, et donc c'est un composant. Et LangGraph ne se positionne pas comme un outil qui va tout faire, mais un composant qui va contribuer à faire quelque chose. Ça, c'est bon. Vous avez également Magnetic One. Magnetic One, c'est également donc Microsoft, donc qui fait partie donc qui est basé en fait sur la boîte à outils donc Autogène que je vais vous évoquer il y a quelques instants. Il est conçu pour des applications donc multi-agents qui pourraient donc à qui on demande donc d'effectuer des applications complexes, des tâches complexes. Vous voyez, c'est pas comme Autogène plutôt lui orienté vers le développement rapide et le prototypage. Là, Magnetic One, c'est quelque chose de beaucoup plus complet, bien documenté également. Puis vous avez également donc Conicplow, donc qui est une plateforme sans code. Là, c'est très bien. Donc, des utilisateurs qui ne sont pas techniciens donc peuvent également donc l'utiliser. Ce sont des modèles qui ont été pré-entraînés pour des usages courants. Donc, il suffit de faire du couper-coller, hein, comme sur Visual Basic, hein, et donc vous pouvez vous construire comme ça des agents. Alors, les critères de sélection, à mon avis, donc ce qu'il faut bien vérifier, bien regarder, c'est
quels sont les LLM qui sont supportés, quelles sont les formes de collaboration entre agents, et en particulier on va dire l'importance du lien. Est-ce que c'est un lien fort ou un lien au contraire très léger, hein, donc attention à ça. Est-ce que le framework est capable de gérer la mémoire, donc l'historique quelque part auquel on va pouvoir se référer? Quel est le rôle, quels sont les rôles qui vont être tenus hein, par cet agent et donc construits par les frameworks? Est-ce qu'il y a des API qui sont natives? Parce qu'il peut y en avoir également. Il peut aussi y avoir des incompatibilités, faire attention donc aux API à partir desquelles que l'on va pouvoir donc solliciter. Et puis, est-ce qu'il est facile à utiliser? Si c'est quelque chose de monstrueusement compliqué, il vaudrait peut-être mieux faire attention avant qu'après. Bon, en tout cas, vous avez une offre aujourd'hui qui vous permet de construire ces agents, ces compléments à vos actions donc quotidiennes, en particulier donc de génération de type IA. Alors, les cas d'usage maintenant. Donner quelques cas d'usage. Alors, je les ai regroupés ici par grande famille. Hein. Vous trouvez des agents, vous en avez des milliers actuellement. Et puis, je pense que dans 2 ou 3 ans, vous allez en avoir des dizaines de milliers. Je crois qu'on pourra difficilement donc y échapper, hein, à mon avis. Hein. Alors, vous trouvez dans l'industrie, vous en trouvez dans la distribution, dans la santé, dans les loisirs, et je vous donnais des exemples après. Hein. Et puis dans l'informatique également, la gestion donc de nos activités informatiques. Alors, dans le domaine technologique, vous trouvez donc des agents dans le NLP qui complémentent donc des opérations de reconnaissance automatique du langage naturel, le déploiement multicanal, la compréhension du langage naturel avec le NLP. La collaboration également, des agents spécialisés dans la collaboration pour faire collaborer donc des équipes avec des systèmes multi-agents. Ouais, bon, vous avez donc le support utilisateur. Donc avec ou support client, hein, ça peut être ça, avec donc le résumé des appels, le transfert. Quand vous avez une conversation qui a été menée par un robot, un algorithme, comme c'est de plus en plus le cas avec une personne humaine, eh bien le transfert en temps réel depuis le robot vers une personne donc réelle, les chatbots ou bien les fameuses FAQ. On va également retrouver dans la personnalisation. Et puis dans l'automatisation, ça, ce sont des fonctions que vous retrouvez maintenant, que vous retrouvez partout. Alors quelques éléments donc plus détaillés. Alors regardez, je vous ai mis ici des exemples d'agents dans un certain nombre de domaines et ce qu'ils font. Ça peut nous donner des idées. Par exemple, dans la génération donc de contenu IA, automatiser donc la génération des contenus. C'est l'optimisation d'un contenu en fonction de l'indexation SEO. Hein, pour qu'il puisse ensuite pour qu'une information, un domaine, un site internet puisse être retrouvé après, pour que le site soit populaire. Et on trouve des agents dans les campagnes marketing avec des calculs de KPI, donc qui sont des indicateurs clés et qui vous montrent si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Donc vous en trouvez beaucoup dans ce domaine. Dans le domaine de la santé, vous avez des agents pour coordonner les soins des patients. Vous avez des agents pour analyser les données médicales, pour améliorer les diagnostics. Vous me direz, on est capable de le faire, mais sauf que eux, ils nous aident. Et donc, ils deviennent de plus en plus présents. Hein. Dans l'enseignement, eh bien, c'est faire un enseignement personnalisé. Et oui. Et donc, on va le suivi des performances, donc des apprenants. Dans l'immobilier, c'est l'évaluation des biens. Bon, avec une évaluation qui peut évoluer avec le temps, avec des événements qui peuvent se produire, eh bien, vous avez un agent qui surveille tout ça et qui dit, ce bien-là, il ne coûte plus tant d'euros ou tant de dollars, mais maintenant, il coûte tant. Vous voyez, donc il va évoluer en fonction d'événements qui peuvent se produire. On peut gérer avec un agent des visites virtuelles, vous voyez, et puis on peut rapprocher un bien par rapport au marché. Ouais, quelqu'un qui va vouloir vendre donc un bien peut s'adresser donc à une agence immobilière et qui pourrait avoir un agent qui pourrait faire ce travail et rapprocher donc ce qu'espère le vendeur par rapport au marché. Dans le domaine de la finance, dans surveillance des investissements, l'assistance, on va dire, au suivi, à l'optimisation des taxes, la gestion des polices d'assurance, on a beaucoup aujourd'hui d'agents dans ce domaine. L'agriculture,
agriculture pour optimiser les ressources donc agricoles et également assurer l'autonomie de certains engins. Hein. Donc on va suivre tout ça. La distribution, le retail, c'est tous les achats donc personnalisés, la gestion donc des inventaires, la mise à jour des produits en temps réel. Le TI, plutôt la cybersécurité, c'est l'automatisation de la réinitialisation des mots de passe, par exemple, et non pas demander à quelqu'un de faire ce travail, qui est un administrateur. La gestion des incidents, la détection des fraudes. Dans l'industrie, d'une manière plus générale, dans l'industrie, c'est par exemple, le suivi des contrats. On a des entreprises qui en ont des centaines. Donc, il peut y avoir à un moment donné des problèmes, et bien l'agent est capable de faire ce boulot que serait capable de faire d'ailleurs un être humain. Mais l'agent va faire ce travail-là. Bon, l'analyse de documents, bien sûr, la prévision donc, de résultats donc, industriels, et puis également les recherches légales. Dans le domaine des réseaux sociaux, la création de contenu avec réactivité avec l'environnement. Création de contenu d'une manière, j'allais presque dire libre, mais non, c'est pas libre. Hein, actuellement, nous vivons quelques moments un peu difficiles de guerre avec les Russes et la position donc de l'ineffable Donald Trump et de son complice Elon Musk. Eh bien, on peut très bien générer des contenus en fonction de ce qui se passe, d'un discours qu'aura fait donc l'un et l'autre. C'est le suivi des audiences qu'on va trouver dans les réseaux sociaux, c'est l'analyse des sentiments, détecter donc des sentiments exprimés dans un réseau social. Bon, et puis, etc., vous les retrouvez, le support des clients, les transports pour l'optimisation donc des trajets. Dans les ressources humaines, c'est la rationalisation des embauches, voyez, mais également des départs. C'est la gestion des performances du management et puis, on va dire, l'engagement donc des employés. C'est la gestion des connaissances des gens. Alors là, vous voyez, c'est un domaine qui est très sensible. Il y a des pays où vous n'avez pas le droit d'évaluer quelqu'un qui a été embauché. C'est comme ça. Allez, donc, même s'il vous a roulé avec un faux CV, vous n'avez pas le droit de dire non, c'est pas bien. Oui. Bon, vous avez des agents, vous en avez des milliers, et ils vont se situer un peu partout, et ils vont bénéficier de l'environnement, ils vont se connecter à tout ce qui bouge, ils vont raisonner en fonction donc d'un choix qui aura été fait a priori et qui sera implémenté par un framework. Alors, quel est le futur, pour terminer, donc des agents? Alors, il reste quand même quelques obstacles pour qu'ils soient véritablement efficaces. Donc, les agents induisent de stocker et de véhiculer des gros volumes de données, c'est par principe. Et donc, ça peut poser des problèmes de confidentialité. Je les ai déjà évoqués tout à fait au départ, et en particulier avec les données personnelles de type RGPD. Enfin, les données, on va dire, contrôlées par RGPD. Comme la plupart des algorithmes d'IA, les résultats proposés par les agents peuvent être erronés ou biaisés. On pourra donc difficilement se passer d'un évaluateur humain qui pourra corriger donc les dérives et remettre les agents dans le droit chemin. Et oui, les agents sont aussi des process complexes. Et l'automatisation et la programmation, même avec des frameworks de grande qualité, elle nécessite une compétence qui, à mon avis, est sans faille. Et l'expérience des API, de l'apprentissage automatique, à mon avis, est nécessaire. On est quand même dans le même monde. L'avenir donc des agents, à mon sens en tout cas, est très prometteur. Dangereux, mais très prometteur. Donc le principal écueil, ça sera de soigner les liens qu'il y aura entre les agents et les humains. Et ne pas chercher à ce que les agents remplacent les humains dans leur capacité cognitive. Il ne faut surtout pas. Les agents doivent rester des outils d'assistance sophistiqués, mais rien de plus. Et ça sera très difficile d'y arriver. Il faudra être vigilant sur l'origine des agents. Ils vont pouvoir constituer aussi des chevaux de Troie, voire des moyens de pression, des outils qui insidieusement vont faire des choses qui ne sont pas bien. Vous voyez, donc des moyens de pression. Avec un pays constellé d'agents, il sera très difficile d'évoluer. Après, plus vous en aurez, moins vous aurez de maîtrise, et plus, disons, des migrations classiques et traditionnelles vont vous poser des problèmes. Et donc, vous aurez beaucoup de mal à garantir votre indépendance à laquelle vous tenez beaucoup. C'est le même problème que pour les API. Regardez les chiffres quand même. Les chiffres sont quand même assez significatifs.
On est à peu près aujourd'hui autour de, on va dire, 7 ou 8 milliards de dollars donc, de chiffre d'affaires dans le monde, hein, d'après un organisme de surveillance qui s'appelle BCG. On devrait arriver dans 5 ans à 50 milliards de dollars. C'est quelque chose d'énorme qu'on va retrouver partout. Alors, s'il fallait résumer, chers amis, un, pas d'autonomie. Deux, pas d'intelligence. Trois, une certaine dangerosité. Quatre, une capacité de raisonnement. Cinq, des cas d'usage absolument partout. Et s'il fallait en retirer une philosophie, et si vous devez travailler dans le domaine donc des agents, la première chose à faire, c'est d'aller regarder la simulation du raisonnement et s'il le faut, revenir peut-être un peu en arrière sur ce que prévoyait et avait inventé donc la théorie des jeux. Tout ça est fascinant, mais encore une fois, relativement dangereux. Voilà donc ce que je voulais donc vous dire sur ce sujet. Alors je vais donc stopper donc mon partage, voilà. Bon, vous voyez, c'est un sujet, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on voit sur le marché des commentaires qui sont absolument délirants. Hein. Les gens disent n'importe quoi, à mon avis, ne se posent pas donc les véritables questions, hein. Mais bon, c'est comme ça, on va donc leur pardonner. J'espère que ça vous a intéressé. Vous trouverez d'ailleurs dans le Marçon un dossier qui est consacré à ce sujet, qui sera, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, publié donc dès lundi. Ouais, donc, on a laissé passer donc le webinaire pour tenir compte de votre présence, mais dès lundi, ça sera donc disponible. J'espère que, en tout cas, tout ceci vous a intéressé. Si vous avez des questions à poser, eh bien, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. En attendant, donc, bon courage. Et si vous faites des agents, attention, danger.